Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Vous aurez une table de matière dans la description d'ailleurs pour sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus ou sur la barre de lecture. On a pas mal de news cette semaine-ci, aussi la semaine dernière vu que j'ai manqué une semaine. Donc on a notamment la sortie de la RX 6700 XT, j'avais fait déjà une review. On a aussi des sorties de smartphones assez intéressantes, des news au niveau du stock global de composants et tout en tout genre. On a aussi des news sur le fait que Discord pourrait être racheté par Microsoft. Il y en a qui doivent être pas mal stressés par cette news. Bref, commençons tout de suite. La première news, c'est que les stocks et tout ça d'électronique sont vraiment à la ramasse en ce moment. Même les constructeurs de voitures ou autre chose ont vraiment du mal à sortir des voitures juste parce qu'il leur manque des composants électroniques. Heureusement, ça ne peut pas vraiment empirer. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait arriver à part juste un énorme porte-conteneur qui se coince dans le canal de Suez. Oui, comme si ça pouvait pas être pire. Il y a un porte-conteneur qui s'est coincé dans le canal de Suez. Je pense que vous l'avez vu. La news assez importante pour le moment, c'est qu'il est resté coincé un peu plus de 5 jours. Il est toujours coincé, mais si vous utilisez un magnifique tracker de bateau qui ne se met pas à jour au niveau de la map, donc ça c'est un site. Il y en a plusieurs en réalité qui existent. Vous pouvez traquer tous les bateaux du monde, c'est plutôt pratique. Et vous pouvez voir que le Ever Given, qui est le bateau qui s'est coincé, est à peu près droit maintenant. Donc ils vont l'inspecter tout ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui croyaient que juste parce que il s'est mis de travers, il suffit juste de tirer sur le côté et puis juste le remettre droit et puis c'est bon. Le problème c'est que le côté du canal, il remonte. Donc il s'était vraiment coincé en fait. Il était par-dessus du sol. Et comme il y a quand même des effets de marée dans le canal, évidemment pas aussi prononcés qu'à certains endroits, mais il y a quand même un effet de marée, parce que c'est connecté à la mer, eh bien, il fallait attendre le bon moment, le décoincer d'abord, puis attendre le bon moment. Donc là, ils ont creusé au niveau de la proue du bateau, surtout. Vous avez déjà certainement vu des images où on voit une pelleteuse, une toute petite pelleteuse, on ne la voit pas dans cet article, mais vous avez une toute petite pelleteuse qui creuse devant le bateau. C'était pour ça. C'était pour décoincer la proue du bateau. Donc ils l'ont décoincé et puis ils ont tiré dessus tout simplement. Ils l'ont aussi sécurisé parce que le problème, vous devez bien vous en douter, c'est que il faut éviter qu'un tel bateau se retourne ou autre chose. Ça pourra arriver s'ils font pas attention. Et s'ils se retournent, vous avez des conteneurs partout dans le canal et tout. Là, vous êtes coincé pas juste 5 jours, vous êtes coincé des semaines à tout nettoyer. Donc, il fallait faire assez attention. Donc là, ils ont réussi à le remettre droit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils devraient, à mon avis, pas trop tarder à le faire sortir du canal au final, vu qu'il y aura juste à le faire avancer comme il aurait dû faire normalement à la base. Vous avez du coup, ça forcément, là, on voit tous les points. Vous avez une quantité de bateaux, voilà, ils sont en train de tous charger là. Vous avez une quantité de bateaux pas possible qui sont coincés du coup, qui ont attendu pour passer le canal de Suez. Et comme vous vous en doutez bien, le canal de Suez, c'est le point d'échange principal entre l'Asie et l'Europe. Donc ça veut dire que tout ce qui passe par là a été retardé, tout simplement. On va pas voir l'effet tout de suite, parce que ce genre de bateau, il a été coincé 5 jours. Au final, 5 jours, c'est ce qu'il aurait fallu pour atteindre un port du nord de l'Europe, certainement. Donc on va pas voir les effets tout de suite, mais dans les semaines à venir, vous allez sentir l'effet justement de tout ce retard d'acheminement. Et ça va aller de tout. Donc ça peut même aller de trucs de la vie de tous les jours à, évidemment, de l'électronique. Après, tout ce qui est, par exemple, il me semble, processeur et carte graphique, surtout souvent les cartes graphiques en ce moment, ça passe souvent par avion cargo, si je me souviens bien, parce que c'est beaucoup plus précieux. Ça vaut la peine de passer par un avion cargo. Après, je ne sais pas si toutes les marques forcément passent par avion cargo, mais je suppose que comme ils ont très peu de stocks qui sortent, mais ils veulent le faire aller le plus vite possible là où ils peuvent le vendre, donc ce serait logique. Et en plus, comme le prix des cargos a augmenté, le prix des avions cargo c'est augmenté, mais le prix des cargos a augmenté, genre sur des porte-conteneurs comme ça, peut-être que c'est au final assez rentable de passer aussi par un avion cargo pour des trucs qui se vendent cher. Donc là, à mon avis, ça va plus affecter. Je pense que le truc qui va être le plus affecté, c'est les alimentations. Elles étaient déjà pas mal affectées. Le problème des alimentations, c'est que c'est très lourd, c'est très encombrant, souvent c'est dans une grosse boîte. Et c'est très lourd, donc vous ne les mettez pas dans un avion cargo, ça vous les faites passer par un bateau. Et comme il y avait beaucoup d'autres trucs qui venaient par bateau, ça manquait de place pour les alimentations, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que vous avez très peu de stock d'alimentation en ce moment. Donc ça va certainement empirer pour les pauvres alimentations. Donc ma foi, ça arrive à sa fin. Mais comme quoi, oui, ça me fait penser à un épisode des Simpsons où vous avez
vous avez Bart qui dit « Oh, c'est le pire jour de ma vie », et puis vous avez Homer qui lui dit « C'est le pire jour de ta vie jusqu'à maintenant ». C'est vraiment ça. Autre news, c'est le fait que Microsoft serait apparemment intéressé d'acheter Discord. Alors, c'est pas Microsoft qui a été voir Discord en mode « Hey, on peut vous racheter ». C'est plus genre Discord qui a cherché un racheteur, tout simplement. Donc, il y a plusieurs sociétés qui seraient en discussion avec eux, dont Microsoft. Ça, on le sait parce que ça a été annoncé. Et il y a aussi une possibilité, il faut le savoir, ce serait le plus probable, que Discord passe en bourse. Donc, tout simplement, vous pouviez acheter des actions de Discord, tout simplement. C'est souvent fait. Alors, il y a deux cas que je vois souvent quand vous allez en bourse comme ça, où vous cherchez un racheteur. C'est soit votre business marche bien et vous voulez juste le vendre ou passer en bourse tant que ça marche bien pour genre exploser sur la bourse, augmenter la valeur de l'entreprise et puis juste être tranquille après. Ou alors vous voulez le vendre et comme ça, vous le vendez quand ça vaut beaucoup d'argent et puis vous partez, vous la coulez douce le reste de votre vie, tout simplement. Ou alors, le deuxième cas, qui peut être possible avec Discord, on ne sait pas, mais c'est quand vous avez des soucis d'argent. Donc, yep, notamment Shadow et donc Blade qui veut être racheté en ce moment parce que littéralement, ils ont des soucis d'argent. Donc, ça pourrait être le cas, hein. On ne sait pas. Discord est clairement une app qui est extrêmement populaire, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. 140 millions d'utilisateurs, comme ils le disent et tout. Mais c'est aussi une app qui coûte cher. Genre, tous les serveurs pour héberger Discord, il faut les payer. Et Discord, à part avec le Nitro, qui est leur abonnement payant, ils ne se font pas beaucoup d'argent, en fait. Donc, c'est à voir s'ils sont vraiment si rentables que ça, justement. Donc là, Microsoft voudrait racheter pour 10 milliards de dollars. Et il y a des gens qui rigolaient quand ils avaient racheté Minecraft pour 2 milliards de dollars. C'est le meilleur investissement qu'ils ont jamais fait, hein, 2 milliards de dollars. Il y a aussi Roblox qui est rentré en bourse, j'avais vu, qui était valué à 40 milliards, un truc comme ça. Donc quand vous avez Microsoft qui a racheté Minecraft pour 2 milliards, c'était le meilleur deal qu'ils ont jamais fait, croyez-moi. Surtout qu'ils l'ont récupéré, les 2 milliards, et de loin, à mon avis, j'en suis sûr et certain. Bref, dans tous les cas, 10 milliards de dollars pour Discord. À voir si ça vaut vraiment la peine. Je pense que d'un point de vue utilisateur, ce qui est souvent difficile à avoir, hein, ça vaut la peine. Après, il faut voir le reste. Bon, Microsoft a beaucoup de serveurs et tout ça. Ça leur coûte pas cher de faire des serveurs, beaucoup moins cher que certainement Discord. Parce que littéralement, ils ont des data centers. Donc pour eux, ce serait pas très compliqué d'héberger Discord. Un petit peu comme Amazon, quand ils ont acheté Twitch, c'est pas compliqué pour eux d'héberger Twitch, hein, parce qu'ils ont plein de serveurs aussi. Ou par exemple Google, quand ils ont racheté YouTube, pas très compliqué aussi pour eux, vu qu'ils sont dans le business du serveur. Mais il faut voir si ça vaut vraiment la peine d'un point de vue à long terme. Il faut voir aussi ce qu'ils voudraient faire avec. Il y en a qui ont peur, parce que je vous rappelle que Microsoft avait acheté aussi Skype et que, bon, Skype n'a jamais été parfait, soyons honnêtes, mais quand même, depuis qu'ils ont racheté Skype, Skype est un peu de la merde, on va être honnête, ou plutôt Skype n'a pas évolué. Du coup, c'est un peu ironique quand on y pense, parce que s'ils avaient bien fait leur coup avec Skype, Discord n'aurait jamais existé. Si Skype avait évolué et avait eu une version spéciale gamer, ça pourrait être Discord à l'heure actuelle, en fait. Il y avait aussi, même encore avant, il y avait Messenger. Et Messenger, vous pourriez argumenter, c'était l'un des premiers réseaux sociaux qui existait. Franchement. Et ça appartenait à Microsoft. Et ils ont fait de la merde avec. Donc, yep. Après, Microsoft a beaucoup changé depuis le rachat de Skype. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont changé de PDG et tout ça, de CEO. Et ils gèrent mieux les choses maintenant. C'est pas toujours parfait, soyons honnêtes, mais ils gèrent mieux les choses. Donc, je préfère que Microsoft personnellement rachète Discord. Surtout que Discord est clairement indiqué comme un truc pour gamers. C'est pas comme Skype à l'époque où c'était clairement un truc genre pour tout le monde. Non, Discord c'est vraiment gamer. Donc ça m'étonnerait pas que s'ils le rachètent, ils le gardent comme il est à l'heure actuelle. Et peut-être ils fassent une autre version. Peut-être qu'ils utilisent des technologies Discord. Ça aussi c'est possible. Hein. Ils utilisent des technologies Discord pour améliorer Teams ou autre chose. À voir. Mais je pense pas qu'ils vont le changer drastiquement. Ce serait bizarre. Après, il faut voir aussi s'ils veulent pas le monétiser. Peut-être qu'ils vont l'intégrer à Xbox et tout ça. Et que ça leur permettra de monétiser un petit peu plus. C'est pas trop. Mais quoi qu'il arrive, ça pourrait être pire. Parce que vous pourriez avoir, je sais pas moi, des entreprises comme... Qu'est-ce qu'il y a pire que Microsoft? Et il y en a beaucoup, genre, qui sont pires. Donc, je me dis, vaut mieux Microsoft que d'autres entreprises. Mais idéalement, je préférerais qu'ils restent indépendants. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera. Je vous tiendrai informé. Pour le moment, évidemment, c'est que le début de la procédure.
Ensuite, vous avez le OnePlus 9 qui est sorti. J'ai fait une vidéo de test dessus. Vous avez le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. C'est deux téléphones qui, évidemment, suivent les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. C'est une upgrade assez raisonnable. C'est pas une upgrade incroyable. Ils ont pris très peu de risques, on peut le dire. Donc, ils sont passés à un Snapdragon 888. Ils ont aplati un peu plus l'écran sur le modèle Pro. Ils ont update évidemment les specs pour passer à de la DDR5, LPDDR5. Ils sont toujours en UFS 3.1. Il me semble qu'ils y étaient déjà avant. Et au niveau du setup, même caméra, eh bien, ils ont amélioré un petit peu, notamment sur le Pro, même si aussi le 9 est genre pas mal d'améliorations. Ils ont pas mal amélioré, mais sans plus. Vous voyez, c'est très safe. Pas beaucoup de risques. Dans ma vidéo, je dis même au tout début, j'ai fait un résumé pour que ce soit plus simple pour tout le monde, mais honnêtement, le plus intéressant des deux, c'est le OnePlus 9. Le OnePlus 9 Pro, pour moi, c'est un téléphone au prix d'un téléphone haut de gamme, mais c'est pas tout à fait un téléphone haut de gamme. Vous voyez, genre, il manque quelques trucs pour vraiment qu'il soit haut de gamme. Et pour moi, de toute façon, les téléphones haut de gamme ne sont pas toujours les plus intéressants, donc yep. Mais le OnePlus 9, avec peut-être même un contrat, hein, ça pourra arriver, si vous l'achetez avec un abonnement, ça pourrait valoir la peine. Il y a toutefois d'autres téléphones qui vont arriver qui sont très redoutables, bon, qui n'ont pas le Snapdragon 888, mais vous avez notamment le Pocophone F3 qui est annoncé aussi, donc ça c'est notre news. Donc Pocophone F3 qui du coup a été annoncé là quelques jours maintenant. Vous avez un Snapdragon 870, c'est pas le 888, mais le 870, je vous rappelle, c'est le 865 Plus légèrement overclocké, donc c'est un très bon processeur. 120 Hz AMOLED, 1080p il me semble l'écran, donc comme le OnePlus 9. Il a même un meilleur taux de luminosité que le OnePlus 9, alors qu'il coûte beaucoup moins cher. C'est un téléphone qui d'ailleurs devrait coûter 400 €, quelque chose comme ça. Il faudra voir le prix vraiment final et tout. Mais yep, franchement, si vous recherchez un téléphone puissant et que pour la photo, vous attendez pas un truc incroyable, ça peut être le meilleur choix pour vous. Il y a d'autres choix aussi qui existent, notamment j'ai un autre vidéo qui arrive sur ce gars-là. C'est moins un téléphone haut de gamme, là on est plus milieu de gamme, mais c'est le Redmi Note 10 Pro, ou Note 10 Pro plutôt. Je sais pas pourquoi je prononce en anglais. Ça, j'ai une vidéo qui arrive dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas le manquer, à part si vous êtes déjà abonné. Donc juste attendez, ma foi, vous pouvez activer la cloche. Mais ça arrivera dans les semaines à venir, petite vidéo dessus. J'essaye de faire plus de tests de smartphones parce que je trouve ça très intéressant personnellement. Mais honnêtement, je me concentre sur les smartphones plus milieu de gamme parce que ce sont les plus intéressants. Bon, là, pour le OnePlus 9, j'ai eu la chance de pouvoir le tester. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais bon, celui qui m'intéressera à tester, c'est le Pocophone F3 justement. Donc on verra bien si j'arrive à mettre ma main dessus. En attendant, il y aura lui et on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, yep, en ce moment, il y a vraiment des très bons smartphones à acheter. Juste pour vous dire, le Redmi Note 10 a un écran aussi bon que le OnePlus 9, en point de vue spec en tout cas, et même plus lumineux. Donc je suis en mode... yep, ça va être une concurrence assez féroce pour OnePlus, surtout que maintenant les Xiaomi ont, franchement, niveau S, sont pratiquement aussi optimisés que chez OnePlus. Ils offrent beaucoup plus de mises à jour maintenant, donc yep, ça va être de plus en plus compliqué pour OnePlus, je pense. C'était la dernière année où ils étaient tranquilles. L'année prochaine, honnêtement, ils ont intérêt à bouger leurs fesses. Surtout quand vous voyez le Pocophone F3. Une autre marque qui ne bouge pas trop ses fesses, mais qui continue d'améliorer leur téléphone petit à petit, c'est Samsung avec les Galaxy A52. Ce sont les successeurs aux Galaxy A50 et A51, qui étaient leur meilleur téléphone, on va dire, milieu de gamme. Vraiment, jusqu'à maintenant, enfin, avant la sortie du A50, Samsung était très genre, oui, voilà, un très bon téléphone haut de gamme. Et puis le milieu de gamme, on fait de la merde. Basiquement, on fait des trucs en plastoc, dégueulasses. Juste, voilà, juste pour dire qu'on existe encore au milieu de gamme. Avec les A50, par contre, ils ont vraiment apporté un téléphone qui n'était pas le meilleur niveau spec, mais il était très bien équilibré et satisfaisait beaucoup de gens. Donc là, le A52 était pas mal attendu pour ça. Comme vous pouvez voir, il est vraiment pas mal niveau design. Vous avez aussi le A72 aussi qui est sorti. Donc vous en avez trois. Donc vous avez le A52 de base qui coûte 348 € avec un écran 90 Hz, 1080p 6,5 pouces. Vraiment pas mal. Vous avez un Snapdragon 720G. C'est pas le plus puissant, hein, on va être honnête. Mais c'est raisonnable pour un téléphone milieu de gamme. Surtout si vous considérez que ce téléphone vise plus genre le marché de maman, papa,
les gens qui s'y connaissent pas trop au niveau smartphone, qui veulent juste un truc qui marche, vous avez 4, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage. Et au niveau de la caméra, bon, le capteur principal le plus intéressant, c'est du 64 mégapixels. Il y a aussi un grand angle de 12 mégapixels. Puis vous avez un macro et un capteur de profondeur. Donc, basiquement, ces deux-là, ils n'existent pas. Donc, je sais pas c'était lequel des trois derrière, mais ouais, pour moi, ils n'existent pas. Et puis, vous avez 4500 mAh de batterie. C'est vraiment pas mal pour un téléphone milieu de gamme, surtout de la part de Samsung. Et puis, vous avez le Galaxy A52 qui est un peu bizarre. Genre, il passe à 429 €. Vous avez du 120 Hz ici, mais toujours à peu près la même taille d'écran. Et vous avez un Snapdragon 750G. Et là, ça deviendrait assez intéressant. En vrai, c'est un concurrent d'un point de vue spec au OnePlus Nord. Après, le OnePlus Nord était déjà trop cher pour ce que c'était. Et ben, il y a lui qui existe, hein, lui qui est meilleur que ces specs-là. Il est meilleur que le Galaxy A52. Il coûte moins cher. Donc, je vous rappelle que pour information, je n'ai pas encore fait tout à fait la vidéo dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà comme processeur? C'était un Snapdragon 732G. Le 732G est beaucoup plus respectable qu'il n'y paraît. Genre, il y a certaines personnes qui vont se dire, oh, moins puissant que le 750G. Mais en fait, le 732G n'est pas si loin que ça. Tout comme le 730G n'était pas très loin du 750G. Il est quand même moins puissant, hein, mais yep. Donc, quand vous voyez ça, et surtout le fait qu'il soit vendu 279 $, yep, ces Galaxy A52 et tout ça, c'est pas les plus intéressants niveau prix. On va être honnête. En parlant de choses meilleures, vous avez Qualcomm qui va sortir un nouveau Snapdragon au milieu de gamme. Ça va être le 780G. Son but est de remplacer le 765G, qui, je vous rappelle, était un peu le processeur milieu de gamme qu'ils ont mis à peu près dans pas mal de smartphones. Mais ce qui était bizarre avec le 765G, c'est que vous avez un 750G qui est sorti, qui était littéralement aussi puissant. Et donc, il était un peu bizarre, quoi. Il existait, mais au final, il était même dans des smartphones comme le Google Pixel 5, qui valent genre 600 €. Et pour le même prix, vous aviez des Snapdragon 865. Donc, il était un petit peu bizarre. Et vraiment, il y avait une énorme différence entre le 765G et le 865. En fait, il y a genre un énorme gouffre de performance. Donc là, ce gouffre est maintenant couvert avec ce nouveau processeur, le 780G. Il a pour but d'être évidemment beaucoup plus puissant. Ça devrait être l'un des meilleurs processeurs que vous pouvez acheter pour un téléphone milieu de gamme ici. Il a évidemment la 5G et tout. Et il faudra voir ce que ça donne. Ça dépendra évidemment de beaucoup des constructeurs de smartphones aussi. Mais par exemple, il a un Adreno 642 qui, normalement, au niveau performance, devrait se rapprocher d'un 855, qui était un processeur milieu de gamme de 2018. Ce qui est assez intéressant de vous dire que vous pourriez acheter un smartphone à 300 € qui est au final aussi puissant qu'un smartphone de voilà quelques années. Bon, évidemment, on s'attend à forcément une évolution comme ça, c'est normal, mais yep, c'est assez intéressant. Après, si vous recherchez surtout les performances, encore une fois, vous pouvez prendre un Pocophone, honnêtement. Mais bon, là, ça permet aussi, si par exemple Samsung l'avait mis dans le A52 5G, ben, ça aurait été un téléphone bien plus intéressant d'un coup. Mais bon, on verra bien aussi quel constructeur va l'adopter, tout simplement. Ensuite, vous avez Qualcomm qui apparemment sera en train de construire une Nintendo Switch qui tourne sur Android. Donc, c'est pas très étonnant parce qu'au final, la Nintendo Switch pourrait tourner sur Android parce que littéralement, il y a des gens qui ont installé Android sur les premières versions de la Nintendo Switch. Je vous rappelle que la Nintendo Switch utilise une puce Tegra X1, c'était la X1, oui, de Nvidia qui était basiquement un processeur pour tablette ou smartphone même. Et donc, c'est basé sur un ARM. Donc, vous pouvez vraiment genre, mettre Android dessus. Donc ici, avoir quelque chose au même format par Qualcomm serait tout à fait logique. Mais évidemment, ce serait plus une tablette avec des contrôleurs que vous pouvez slider sur le côté. Donc, ils veulent apparemment même faire le principe de contrôleur qui se slide sur le côté. Attention au niveau brevet ici, Qualcomm. J'espère que vous avez fait attention de ne pas faire quelque chose qui ressemble trop à Nintendo. Sinon, vous allez genre, littéralement vous faire genre, attaquer en justice de tous les côtés. Mais bon, bref, vous auriez un écran, selon les rumeurs, 6,65 pouces, Full HD+, une batterie de 6000 mAh, un Snapdragon 888. Et du coup, yep, ça vous donnerait une mini-console mobile, en fait. Android. Et honnêtement, déjà, avant la sortie de la Nintendo Switch, je ne comprenais pas pourquoi personne n'avait fait la Nintendo Switch. Parce que c'est juste logique, en fait. Vous dites, prenez une bonne puce qui fait bien tourner les jeux vidéo,
mettez Android, faites une console mobile, et puis voilà, quoi. Enfin, ça semblait tellement logique, en fait. Et Nvidia, au final, était les seuls à l'avoir fait avec la Shield. Ouais, il y avait le Xperia Play de Sony, qui était un smartphone un peu gaming avec des contrôleurs, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient fait, en fait. Et puis Nintendo est sorti avec ça, et puis tout le monde était en mode, waouh, c'est génial comme idée, et puis tu étais en mode, mais en fait, on aurait déjà dû le faire depuis des années, en fait. Mais bref, dans tous les cas, la Nintendo a continué de dominer, enfin la Switch a continué de dominer des années. Il n'y a personne qui a fait un truc similaire, à part le ROG Phone où vous avez genre le truc où vous pouvez mettre genre une manette de chaque côté, ou à part genre ce genre d'accessoire. Ça, c'est un truc Razer où vous avez. J'ai une vidéo qui arrive sur tous les contrôleurs Bluetooth d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Mais tout ce qui est contrôleur Bluetooth Android, et ça, c'est justement un des trucs qui est pas mal, c'est que vous mettez votre smartphone en plein milieu. Je le tiens à l'envers. Mettez votre smartphone en plein milieu. Et genre, c'est une Switch, quoi. Bon, évidemment, l'intérêt de la Switch, c'est les jeux que vous avez dessus, c'est pas juste le format. Et yep, avec ça, vous n'aurez pas les jeux Switch. Ça semble logique à dire. Mais l'écosystème Android a quand même pas mal de jeux. Vous avez de plus en plus de jeux très intéressants sur mobile. Je pense qu'un qui montre que qu'il y a une énorme possibilité sur mobile, c'est Genshin Impact, qui est un jeu difficile à définir. Ça ressemble un peu à Zelda Breath of the Wild, mélangé à des gachas japonais, parce que c'est un jeu japonais au final, avec des côtés MMO. C'est très bizarre. Mais franchement, quand vous voyez des images de ce jeu sur Android, vous êtes en mode, ou même sur iOS, sur mobile, vous êtes en mode, waouh, c'est possible de faire ça sur mobile? Yep, totalement. Donc, il y a le marché maintenant. Et un truc comme ça pourrait être très intéressant. Ou alors, évidemment, ce genre d'accessoire, plus un bon smartphone, ça passerait aussi. Mais avoir un truc dédié pourrait être intéressant. Après, il faut voir aussi, parce que si vous avez... Je pense que c'est le problème aussi que personne n'a osé le faire, c'est que si vous le faites trop console, c'est juste une console en fait. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas l'utiliser comme smartphone et si ça coûte trop cher, ben, ça les intéresse pas, alors qu'ils pourraient juste prendre un smartphone et jouer sur le smartphone, mettre une manette comme ça et puis juste être en mode oh voilà, j'ai une Switch. Donc c'est peut-être pour ça aussi que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Mais j'espère que ça va motiver des gens à faire plus de ce genre de trucs. Et je pense que même Apple ne devrait pas faire une console comme ça, mais Apple devrait totalement faire une manette comme ça. Ou en tout cas un partenariat avec une marque pour faire vraiment une très bonne manette pour téléphone Apple, pour iPhone quoi, et propulser l'écosystème Apple Arcade comme ça sur mobile justement, parce que honnêtement, ça vaudrait largement la peine. Ils ont une manette d'ailleurs, il me semble, Apple, avec l'Apple TV, où vous pouvez jouer et tout ça, mais c'est pas la même chose, donc yep. On verra ce que ça donnera. Je vous rappelle juste que pour ceux qui se disent oh, jouer sur mobile, ridicule. Le plus grand marché des jeux vidéo à l'heure actuelle, c'est le mobile. Alors, c'est pas les meilleurs jeux pour autant, hein. C'est pas les jeux les plus complexes, mais le plus grand marché, c'est les jeux mobiles. Que ce soit sur iOS ou Android, c'est là où vous avez le plus de jeux, c'est là où vous avez le plus d'argent et c'est là que vous avez le plus d'investissement aussi. Donc, yep, ne vous moquez pas trop vite de ce marché-là parce qu'il est énorme. Et il y a vraiment un énorme intérêt à peut-être sortir un truc comme ça. Bon, à voir aussi si c'est pas trop cher et que les gens seront intéressés de l'acheter. Ça, le truc, c'est... Par exemple, la Switch coûte 300 €. Ça reste abordable pour une console de jeu, mais avec un Snapdragon 888, moi, je vois plus Qualcomm le sortir à 600 minimum, 700 €. Et là, à 700 €, ça devient... Bah, c'est plus cher qu'une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, donc les gens vont être en mode vous êtes sérieux là? Ensuite, nous avons AMD qui a sorti la 6700 XT. J'ai fait un test dessus si vous ne l'avez pas vu. Je vous mettrai dans le lien dans le petit i ou dans la description. Résumé, c'est que c'est une carte plus puissante que la 3060 Ti d'NVIDIA, mais moins puissante que la 3070. Elle est moins puissante aussi en ray tracing, comme toutes ces grandes sœurs au final de chez AMD. Ça se voit qu'AMD a encore du retard là-dessus. Et du coup, elle n'est pas en stock. C'est le truc qui résume le mieux cette carte. Vous ne pouvez pas l'acheter comme toutes les autres cartes graphiques. Donc, ça se demandait pourquoi ils continuent de sortir des cartes graphiques. Mais bon, même chose avec Nvidia. Hein. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi ils ont sorti la RTX 3060. Ils auraient juste dû garder leur stock de GPU 3060 pour juste mettre dans les ordinateurs portables et puis juste voilà, dire que oui, on le sortira plus tard. Parce qu'honnêtement, sortir une carte graphique en ce moment... très peu d'intérêt. Mais bon, elle existe et elle coûte beaucoup plus cher aussi qu'elle ne devrait coûter.
Donc ça, c'est son problème. Pour moi, je répète surtout le truc le plus important, c'est que d'un point de vue performance, c'est pas la plus impressionnante, on va être honnête, mais tant qu'elle coûte à peine plus cher qu'une 3060 Ti et moins cher qu'une 3070, c'est une carte intéressante. Mais dès qu'elle se fait dépasser, vous pouvez acheter une 3070 pour le même prix, c'est juste ça ne vaut pas la peine. Prenez une 3070, surtout si vous êtes intéressé par le ray tracing. Voilà, c'est la meilleure manière de résumer cette carte selon moi. En parlant de carte graphique, oui, encore une news niveau carte graphique, Intel continue de travailler sur leur GPU. Ils ont annoncé pas mal de détails un petit peu dessus et du coup ça doit toujours arriver en 2021 normalement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ils auraient un GPU qui aurait jusqu'à, pour information, 512 EU. Donc 512 Union Européenne, ce qui est vraiment pas mal. Pas autant que... bon, j'arrête avec la blague. 512 EU, c'est unité d'exécution. Tout simplement, c'est pas l'Union Européenne. Il me semble que les GPU que vous avez dans leur processeur montaient jusqu'à une petite centaine d'EU. Le premier, le DG1, qui était le modèle de test qu'on avait déjà vu par le passé, qui était un modèle seulement genre pour un certain marché, il avait 128 EU, si je me souviens bien. Et donc là, 512 EU, ça vous donnerait un niveau de performance qui... Il y a des gens qui ont essayé d'évaluer par rapport à leur processeur, mais en gros, ça vous donnerait une carte milieu de gamme, normalement. Mais une bonne carte milieu de gamme, pas un truc genre qui coûterait 200 €. Non, plus vraiment 300, même 400 €. Donc, faudra voir, mais c'est assez intéressant. Elle pourrait monter jusqu'à 12 Go de RAM, mais à mon avis, elle n'aura pas 12 Go de RAM. Hein, ce serait un peu abusé. 8 Go de RAM, ils pourraient le faire aussi, mais peut-être que pour eux, ça vaudra la peine de faire 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, donc ils le feront peut-être, hein, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Et le reste des specs, donc vous avez 4096 shader unit, un bus de 256 bits, et ce serait une carte qui consommerait jusqu'à 150 watts. Après, je trouvais ça un peu bizarre parce que vous avez une version de ce GPU avec 96 execution unit qui est beaucoup plus petit, hein, ça se voit. Et lui, il consomme jusqu'à 120 watts, donc je suis en mode... What? Il n'y a aucune logique derrière ça. Genre, vous quadruplez la taille du truc et il consomme juste 30 watts en plus. Donc, ouais, prenez ça avec des pincettes. C'est très rumeur et tout ça en ce moment, mais ça arrive. Donc, peut-être que l'entreprise qui va nous sauver de tout ça, au final, c'est pas AMD ni Nvidia, techniquement, s'ils ont du stock. C'est peut-être Intel, ce qui serait vraiment étonnant. Et pour information, Intel a beaucoup de cartes graphiques sur le marché, dans leurs processeurs. Ça veut dire qu'ils ont déjà... ils ont déjà travaillé avec les développeurs de jeux vidéo pour que leurs cartes graphiques fonctionnent correctement dans les jeux. Donc, ça veut dire que, honnêtement, ils ont une chance de sortir une bonne carte qui serait utilisable en jeu vidéo. Après, vous attendez pas à du ray tracing ou autre chose. Ça, c'est sûr et certain. Et enfin, une petite dernière news au niveau space, c'est la NASA qui a testé SLS. Donc, SLS, c'est leur nouvelle fusée qui doit arriver prochainement. Bon, ça fait 10 ans qu'elle doit arriver prochainement. Bref, c'est une fusée qui a pour but de, premièrement, leur permettre d'aller à nouveau sur la Lune avec des êtres humains à bord et aussi de lancer des gros satellites en orbite. Donc, c'est une très grosse fusée. Elle est utilisée, en gros, elle utilise des pièces recyclées du programme de la navette spatiale. Notamment, ils utilisent le réservoir de carburant de la navette spatiale, mais au lieu de juste que ce soit un réservoir, ils mettent les moteurs en dessous et ils mettent jusqu'à 4 moteurs que vous aviez sur justement la navette spatiale. Donc c'est les... Oh, comment ils s'appellent ces moteurs-là? Je ne sais plus trop leur nom. C'est les moteurs que vous avez juste à l'arrière de la navette spatiale qui étaient énormes, très puissants, certainement parmi les moteurs les plus impressionnants qui aient jamais été designés. Et donc, ils ont fait un test. Donc là, c'était un test où ils avaient juste le bas du booster. Donc, basiquement, une des parties les plus importantes, avec les 4 moteurs et aussi le réservoir de carburant par-dessus. Et en gros, il attachait un truc de test comme ça, et puis juste, il lançait un test pendant, pour information, 500 secondes. 499,6 secondes qu'ils ont fait le test à juste moteur pratiquement à pleine puissance, même plus que pleine puissance. C'était le but du test. Ils testaient par moment à 115% des capacités du moteur. Pour information, ils ont toujours une marge de sécurité dans la plupart des fusées où ils ne vont jamais au-dessus de cette marge. Ils peuvent y aller, mais c'est juste que ça ne sert à rien. Donc là, ils faisaient exprès de tester au-dessus de la marge de puissance normale. Et du coup, ils ont testé tout, et ça semble avoir passé le test, tout simplement. Donc vous avez les 4 moteurs ici, comme vous pouvez voir. Et c'était très intéressant. Je vous invite à regarder, ils ont fait un live. Vous
pouvez voir justement les moteurs en action et tout. Et c'est, pour moi, c'est assez magnifique à regarder. Notamment, vous avez la sortie des moteurs. Vous voyez vraiment les flammes converger. Et puis juste faire ce qu'on appelle des Mac Diamond. C'est genre quand vous avez un moteur parfaitement optimisé, vous avez une sorte de forme de diamant qui ressort du moteur. Magnifique à voir selon moi. Et juste la quantité aussi de puissance, genre le nuage que ça a fait. Alors, pour information, c'est pas de la pollution, ce que vous voyez là. C'est juste de la vapeur d'eau. C'est littéralement un nuage. Et vous avez même de la pluie derrière, comme vous pouvez voir, parce que justement, ce premier étage des CLS utilise de l'hydrogène. Donc, littéralement, c'est de la vapeur d'eau qui sort. Et en plus, ils aspergeaient de l'eau en dessous des moteurs pour absorber la puissance. Parce que le problème, c'est que ce genre de moteur, genre, fait tellement de bruit que genre il faut absorber ce bruit ou sinon ça va faire résonner genre les constructions autour et ça va les détruire littéralement. Donc c'est pour ça que vous avez juste cet énorme nuage. Donc c'est vraiment juste le même genre de nuage que vous auriez dans le ciel, ce qui est assez intéressant. Donc ils ont fait un fabricateur de nuages basiquement. Donc vous voyez la puissance qu'il faut pour fabriquer un petit nuage, ce qui est aussi assez impressionnant quand on y pense. Bref, dans tous les cas, maintenant qu'ils ont testé ce booster, ou plutôt ce core stage, donc le bas du booster, ils doivent impérativement lancer la fusée dans les 1 an, si je me souviens bien, parce que ce test est validé pour 1 an. Après 1 an, ils doivent rechanger des trucs et tout, parce que genre ce n'est plus validé. Donc, yep, ils vont normalement l'emballer et tout ça, dans une boîte en carton, oui. Non, pas vraiment. Ils vont l'emballer et tout ça, le transporter via bateau jusqu'à la Floride. Et ils vont préparer normalement le reste de la fusée SLS. Donc vous avez des boosters solides qui viennent de la navette spatiale, qui vont rajouter encore en plus. Et vous avez un second étage qui utilise, je ne sais plus quel moteur aussi, mais il y a un second étage. Et puis vous auriez normalement une capsule Orion par-dessus. La capsule Orion, c'est une capsule qui a été designée pour retourner sur la Lune, basiquement. Et c'est aussi la capsule qui devrait être utilisée, on verra bien si tout va bien. Il devrait être utilisé aussi pour transporter les astronautes. En gros, pas jusqu'à la Lune. Enfin, si jusqu'à la Lune, mais pas sur la Lune. Et en gros, ils vont jusqu'à la Lune, ils passent dans un autre truc, un truc qui est fait pour atterrir sur la Lune. Ils atterrissent sur la Lune avec ce truc-là, ils retournent en orbite autour de la Lune, et ils repartent avec la capsule Orion. Et parmi les 3 trucs qu'ils ont choisi, les 3, on va dire... Comment on pourrait dire les 3... véhicules voilà, qu'ils ont choisi pour aller sur la Lune. Vous avez notamment le Starship de SpaceX. Vous avez aussi un autre truc qui est fait par Blue Origin et d'autres entreprises. Et puis vous aviez un 3e truc d'une autre entreprise qui était assez bien designé, honnêtement. Les 3 sont plutôt intéressants. Ils sont en partie réutilisables, certains. Et puis vous avez évidemment Starship qui est full réutilisable. Mais bon. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est aussi une autre petite news. Normalement, aujourd'hui, par rapport à la sortie de cette vidéo, Starship SN11 doit être testé. Et il y a de fortes chances que ce soit aujourd'hui. Malheureusement, je serai en live. Enfin, malheureusement. Je serai en live sur Twitch, sur Minecraft, en fait. Parce que, genre, j'ai des trucs à finir sur Minecraft. Donc, il y a de fortes chances que quand le lancement soit très proche du début, quand SpaceX, notamment, normalement, maintenant, fait des lives à chaque fois, et ils lancent leur live une petite demi-heure avant le début du lancement. Donc comme ça, vous savez que ça va arriver. Ça arrive souvent en soirée, honnêtement, mais ça peut arriver en fin d'après-midi aussi. Donc cette vidéo sera peut-être déjà sortie. Mais bon, surveillez la chaîne SpaceX si vous voulez vraiment juste voir le moment où ça va décoller. Et sinon, vous pouvez aussi regarder sur NASA Spaceflight, qui est une très bonne chaîne. Ils sont déjà en live. C'est pour dire, ils live pendant toute la durée du test. Enfin, la durée en tout cas de la journée du test. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont impatients. Vous le mettez en arrière-plan, vous regardez de temps en temps si ils ont un petit truc où ils disent l'état d'avancement du test et vous regardez si ça avance et si ça n'avance pas, ça veut dire que ça va certainement être retardé. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout sur cette news-là et sur Starship aussi. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!